La passion implique-t-elle nécessairement de la souffrance? Autrement dit, peut-on être passionné par un domaine sans jamais en souffrir? Salam les refs, bien ou bien, moi c'est Jixtro et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de passion, mais aussi un peu, beaucoup, de souffrance. Concrètement, dans cette vidéo, je vais m'intéresser au rapport de certains personnages avec leur passion. D'une part pour voir ce que ça raconte sur ces personnages, et d'autre part pour essayer de dégager des éléments de réponse à cette question qui trotte dans ma tête depuis quelques jours maintenant. La passion et la souffrance sont-elles les deux faces d'une même pièce? Bon, bah sur ce, place à la vidéo. Ok, alors avant de plonger dans l'étude des personnages, faudrait déjà s'intéresser et comprendre la notion même de passion. Qu'est-ce que ça signifie au juste d'être passionné? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de passion, on fait généralement référence à un sentiment d'amour très prononcé, qui peut être irraisonné, voire carrément obsessionnel, pour quelqu'un ou quelque chose. Dans cette vidéo, on se contentera de parler du quelque chose. On dira donc de quelqu'un qu'il est passionné s'il ressent ce sentiment de passion. Mais cette définition n'a pas toujours été celle qui dominait la conception d'une passion. En fait, pendant très longtemps, le mot avait une connotation bien plus négative. En même temps, c'est plutôt logique. Si on s'intéresse à l'origine de ce terme, on voit qu'il provient du mot latin patio, qui lui-même est un dérivé du mot grec pathos, les deux signifiant l'action de subir ou de souffrir. Autrement dit, la racine elle-même du mot passion nous renvoie à une idée de souffrance. Idée qu'on retrouve encore aujourd'hui dans pas mal des définitions du mot. Par exemple, si vous vous intéressez un peu à la religion chrétienne, vous avez sans doute déjà entendu parler de la passion du Christ, qui fait en réalité référence à toutes les souffrances que Jésus a dû endurer. Dans ce contexte, passion est littéralement un synonyme du mot souffrance. Tout ça pour dire donc que ces deux notions, de passion et de souffrance, ont toujours été inextricablement liées. La passion n'existe pas sans la souffrance qui va avec. Ok, et ça s'entend, mais concrètement, aujourd'hui, il y a quand même plein de monde qui parle de passion sans spécialement l'associer à une quelconque souffrance. Alors oui, mais non. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion en fiction. Et là, tout de suite, je remarque que c'est beaucoup plus compliqué de dissocier les deux. Et c'est pour une raison toute simple, hein. Pour bien raconter la passion d'un personnage, il faut raconter une bonne histoire. Sauf que pour raconter une bonne histoire, il faut du conflit et des obstacles, ce qui implique nécessairement une certaine souffrance de la part du personnage, afin de rendre le tout captivant. Mais alors justement, comment est racontée la passion en fiction, et plus spécifiquement dans les mangas? Quel type de souffrance un personnage doit-il endurer pour vivre sa passion comme il l'entend? Est-ce des souffrances qu'il s'inflige à lui-même, ou bien plutôt des souffrances qu'il subit malgré lui? Vous le verrez tout au long de cette vidéo, mais il y a vraiment plein de manières intéressantes de raconter et d'entremêler les concepts de passion et de souffrance. Chaque auteur y va de sa propre interprétation, et parfois même plusieurs interprétations qu'il propose à travers différents personnages. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a énormément de possibilités, et j'ai dû faire des choix pour me restreindre et ne parler que de ceux que je trouvais le plus pertinents vis-à-vis de cette vidéo. Ok, maintenant qu'on en a fini avec tout ce blabla introductif, on peut rentrer dans le cœur du sujet. Pour commencer, j'avais envie de parler du moment où certains personnages réalisent qu'ils sont passionnés. Ça me semble être la porte d'entrée la plus raisonnable pour bien débuter mon propos. Et le premier personnage dont je veux vous parler n'est nul autre que le génie autoproclamé, le roi du rebond, j'ai nommé Hanamichi Sakuragi, le protagoniste de Slam Dunk. Son cas est assez particulier parce que de base, il aime pas du tout le basket, mais va s'y mettre pour impressionner Haruko, la fille dont il est amoureux et qui, elle, kiffe le basket. Mais si je vous dis que son cas est particulier, c'est parce qu'il faut attendre le dernier tome avant de le voir conscientiser sa passion pour ce sport. Avant ça, il jouait et il prenait du plaisir, hein, mais une partie de lui pensait encore qu'il ne faisait ça que pour essayer de plaire à Haruko. En fait, il est devenu passionné sans réellement s'en rendre compte. C'est juste que progressivement, il s'amusait de plus en plus en jouant et en gagnant. Donc, il faisait de plus en plus d'efforts pour s'améliorer et ainsi prendre encore plus de plaisir en jouant et en gagnant. J'aime bien cet exemple de Sakuragi parce qu'il ressemble pas mal à ce qu'on pourrait vivre dans la vraie vie. Parfois, on se prend de passion pour un domaine sans réellement s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'un jour on réalise qu'en fait, toute notre vie tourne désormais autour de cette passion. Mais au fait, qu'est-ce qui a permis à Sakuragi de prendre conscience de sa passion? Eh bien, justement, parlons-en, parce que c'est bien ça le plus intéressant avec cet exemple. Donc, lors du dernier match qui oppose Shohoku à Sano, Sakuragi se blesse sévèrement au dos et doit quitter le terrain un certain temps pour soulager sa douleur. À ce moment-là, on lui fait comprendre que sa blessure au dos n'est pas négligeable et qu'elle pourrait avoir des conséquences dramatiques sur son avenir de joueur. C'est à ce moment-là, lorsqu'il est confronté à l'éventualité de ne plus pouvoir jouer au basket, qu'il comprend à quel point ce sport lui tient réellement à cœur. Pourtant, malgré ça, il retournera quand même sur le terrain,
Parce qu'en fait, il aime tellement ce sport qu'il est prêt à risquer son avenir simplement pour continuer de jouer à l'instant T. C'est pour ça que cette page est l'une des plus belles de tout Slam Dunk. Elle fait directement écho à l'une des premières cases du manga et clôt parfaitement cet arc narratif de Sakuragi. Il est passé du mec qui ne jouait que pour sa crush à un vrai passionné qui est prêt à tout pour rester sur le terrain. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'Inoue a choisi de raconter la passion de Sakuragi au travers de sa blessure. Autrement dit, pour montrer à quel point il était devenu passionné, il a montré l'ampleur des risques qu'il était prêt à prendre et des douleurs qu'il était prêt à endurer pour continuer de jouer. Donc oui, Sakuragi est passionné de basketball, à tel point qu'il accepte d'en souffrir. Bien, considérons maintenant Sena Kobayakawa, le protagoniste d'IShield 21. Alors, à l'image de Sakuragi, Sena ne découvre le foot américain, sport qui deviendra sa passion, que lorsqu'il arrive au lycée. Ce qui est d'ailleurs assez fréquent comme motif dans les mangas de sport, vu que ça permet aux auteurs de plonger progressivement dans la complexité du sport qu'ils veulent raconter, au fur et à mesure que le personnage développe sa propre passion, ce qui offre généralement une double progression assez organique, en plus de rendre le récit immersif pour le lecteur, étant donné qu'il va s'identifier bien plus facilement au protagoniste. Maintenant, la grosse différence qu'a Sena par rapport à Sakuragi, c'est qu'il réalise beaucoup plus vite qu'il s'est pris de passion pour le foot américain. Pourtant, il n'empêche qu'ils ont quand même une certaine similarité dans la manière dont ils ont pris conscience de cette passion. Vous allez voir. En fait, à la base, Sena ne veut pas spécialement jouer. C'est Hiruma qui lui force la main parce qu'il a décelé en lui un certain potentiel. Du coup, Sena participe au match de l'équipe et honnêtement, il se débrouille pas trop mal pour un débutant. Il permet même aux Devil Bats de remporter leur premier match. Sauf qu'au tour d'après, ils affrontent les White Knights Dojo qui les ouvrent en deux, sans aucune pitié. Vraiment, ils ont torché ça vite fait, bien fait. Donc voilà, l'aventure de Sena en tant que joueur de foot américain aurait pu s'arrêter là. Mais bon, le manga fait 37 tomes, pas 3, donc vous imaginez bien que c'est pas ce qui s'est passé. En fait, à ce moment-là, l'idée de ne plus rejouer lui a fait encore plus mal que la frustration de la défaite. Comment pouvait-il reprendre sa vie banale de lycéen alors qu'il venait de vivre quelque chose de si précieux à ses yeux ? Il avait aucune envie de perdre cette sensation. Alors, il a fait la seule chose qui pouvait un tant soit peu le rapprocher à nouveau du plaisir que lui a procuré le terrain. Il est allé s'entraîner. Cette page et celle qui précède sont parmi mes préférées de tout le manga, et à mes yeux, ce sont elles qui entérinent la passion de Sena pour le foot américain. La tristesse de ne plus pouvoir jouer, suivie par cet entraînement hyper rudimentaire sous la pluie, nous font comprendre qu'il est désormais prêt à tout donner pour ne plus jamais perdre. Ce n'est donc pas la fin, mais bien le début de son aventure. Ah oui, aussi, j'aime trop le fait qu'on voit Hiruma en train de l'observer. En fait, il prend conscience en même temps que nous du fait que Sena est tombé amoureux du foot américain, chose qu'il n'avait sans doute même pas anticipée. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec ce moment, c'est que le déclic de la passion chez Sena survient lorsqu'il est confronté à l'éventualité de ne plus pouvoir jouer. Tout comme Sakuragi. Et elle est là, leur similarité. En fait, à ce moment-là, il a réalisé que la souffrance de ne pas pouvoir rejouer serait bien plus grande que n'importe quelle autre souffrance qu'il aurait endurée pour continuer de jouer. Donc oui, Sena est passionné de football américain, et c'est après en avoir souffert qu'il l'a compris. Ok, parlons à présent de Kei Tsugishima, dont la situation diffère radicalement des deux persos qu'on vient d'aborder. La plus grosse différence étant qu'au début de l'histoire, lorsqu'on le découvre, il joue déjà au volley, depuis plusieurs années même, sans pour autant être passionné par ce sport. Il y joue simplement parce qu'il ne déteste pas ça, et que ça lui permet de combler son temps libre en dehors des cours. Plusieurs persos lui reprocheront d'ailleurs de ne pas suffisamment s'investir, alors qu'il pourrait être bien meilleur. Sauf qu'à ses yeux, ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Pourquoi s'investir plus que nécessaire alors que c'est juste une manière pour lui de tuer le temps ? Mais voilà, un challenge suffisamment intéressant va venir titiller sa curiosité et le piquer dans son ego. Ushijima Wakatoshi, un joueur dont jamais personne encore n'avait réussi à bloquer le tir. Et va savoir pourquoi, mais Tsukishima s'était mis en tête que lui en serait peut-être capable. Alors pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi ne pas s'investir plus que nécessaire, pour cette fois seulement, et voir jusqu'où ça pourrait l'emmener ? La suite, vous la connaissez. Tsukishima parvient à contrer un tir d'Ushiwaka, puis laisse sa joie et son exaltation envahir tout le gymnase. Ce tir bloqué a fait naître en lui la passion du volleyball, un amour réellement profond pour un sport dont il était pratiquement désintéressé jusque-là. C'est clairement un des plus beaux passages de tout le manga, et probablement que pour certains même, c'est LE plus beau. La scène est grandiose et profonde car à elle seule, elle cristallise toute l'évolution du personnage et entame une nouvelle phase dans son développement, celle du joueur passionné.
Mais du coup, contrairement à Sakuragi ou Sena, le moment où Tsuki réalise qu'il est passionné de voler ne découle pas directement d'une quelconque souffrance. En revanche, il y a justement une scène qui suit à ce propos que je trouve tout bonnement fascinante. Toujours dans le match donc, Tsukishima se blesse au doigt après une tentative de contre sur Ushiwaka. Rien de bien grave, hein, mais ça l'est quand même juste assez pour le contraindre à sortir du terrain. Et si je trouve cette séquence si intéressante, c'est parce qu'elle me pousse à me demander pourquoi l'auteur a choisi ce moment pour blesser Tsukishima. Qu'est-ce qu'il cherche à nous raconter ? La réponse, évidemment, c'est qu'il veut montrer à quel point le personnage est devenu investi. Il aime désormais tellement ce sport qu'il enrage de ne pas pouvoir jouer et il veut retourner sur le terrain le plus rapidement possible. Sa frustration de quitter le match ainsi que son désir de jouer malgré la blessure sont donc des outils qui servent à accentuer la passion du perso. Donc oui, Tsukishima est passionné de volleyball tellement qu'il est déjà prêt à en souffrir. Bien, intéressons-nous maintenant à Shoyo Hinata, le meilleur des feinteurs. Ouais bon, je sais, je parle encore d'un perso d'IQ, mais c'est ma vidéo déjà, donc je fais ce que je veux. Et puis, de toute façon, vous commencez à connaître tout l'amour que je porte à ce manga. Plus sérieusement, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à discuter dans la manière dont est racontée la passion chez Hinata. Par contre, je vais quand même rester concis sur son cas, parce que je viens juste de sortir une vidéo de 20 minutes où je parle justement du moment dans l'œuvre qui redéfinit sa passion. Du coup, je vous conseille d'aller la regarder quand vous aurez fini celle-ci. Et pour ne pas simplement me répéter, je vais plutôt parler ici de la période du collège d'Hinata, et surtout de l'impossibilité qu'il a eue à jouer au volley pendant ces années-là. C'est quelque chose qu'on voit très brièvement, vu que ça n'apparaît que comme un petit flashback dans le premier chapitre. Pourtant, l'impact que ces années ont eu sur Hinata se ressentira tout au long du manga. Et je trouve ça super brillant parce que l'auteur se sert de cette frustration, due au manque pendant le collège, comme pierre fondatrice sur laquelle construire et accroître la passion d'Hinata. Chaque occasion de jouer se transforme en opportunité à côté de laquelle il ne peut pas passer. Parce qu'il cherche constamment à combler ce manque. C'est pour ça qu'il donne toujours tout sur le terrain. Il sait ce que c'est de ne pas pouvoir y être. Alors, il profite de chaque seconde tant qu'il le peut. Furudate a donc fait de cette frustration initiale une vraie souffrance pour Hinata, mais paradoxalement, c'est aussi cette souffrance qui accentue l'intensité de sa passion, parce qu'il refuse catégoriquement de la ressentir une nouvelle fois. Donc oui, Hinata est passionné de volleyball, et il fait tout son possible pour éviter d'en souffrir à nouveau. Ok, alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais si j'ai décidé de commencer par ces 4 personnages en particulier, c'est parce qu'ils avaient tous un point en commun dans la manière dont était racontée leur passion. En fait, dans chacun des cas, pour montrer tout l'amour ressenti vis-à-vis du sport, les auteurs les ont confrontés à l'idée, ou au fait lui-même, de ne pas pouvoir jouer. Que ce soit Sakuragi, qui remet en question son avenir de joueur à cause de sa blessure, Sena, qui doit accepter son élimination après la défaite contre Ojo, Tsukishima, qui se blesse au doigt après avoir enfin réussi à contrer Ushiwaka, ou encore Hinata, qui n'arrive pas à trouver des coéquipiers avec lesquels il pourrait s'entraîner. Tous les 4 ont vécu leur passion à travers cette même souffrance, celle de ne pas pouvoir la pratiquer. Et au final, quel meilleur moyen de raconter l'amour d'un personnage envers quelque chose que de montrer la tristesse et la frustration ressenties par ce personnage une fois que l'objet de son amour n'est plus accessible, sans même parler des douleurs qu'il serait prêt à endurer pour continuer d'y avoir accès. On voit donc que passion et souffrance sont inextricablement liées l'une à l'autre. Pourtant, on n'en est encore qu'au début de la vidéo, parce que c'est loin d'être la seule manière d'entremêler ces deux concepts. Il nous faut donc maintenant nous intéresser à d'autres personnages pour voir comment leurs passions nous sont racontées. Et pour commencer cette section, autant rester sur notre lancée et discuter du duo et rival d'Hinata, à savoir Tobio Kageyama. Parce que lui aussi, il en a des choses à nous dire sur sa passion. Un peu à l'image d'Hinata, Kageyama a également été marqué par ses années de collège, étant donné qu'il en est venu à en souffrir considérablement. Sauf que, dans son cas, c'était en partie de sa faute. En fait, il était tellement obsédé par la victoire et la volonté d'aller toujours plus vite dans ses passes pour contourner le bloc adverse, qu'il en est devenu complètement abject et toxique envers ses propres coéquipiers. Ces derniers avaient horreur du caractère autoritaire, voire dictatorial de Kageyama, qui avait sans cesse des exigences démesurées. Alors eux n'ont pas arrêté de s'en plaindre pour lui faire comprendre qu'il devrait un peu lever le pied, mais lui voulait rien savoir, car à ses yeux, seule la performance comptait, et la performance nécessitait de l'exigence. En théorie, ça pourrait être honorable. Mais le problème, c'est qu'en pratique, ça ne fonctionne absolument pas. Parce qu'il vient un jour où plus aucun de ses coéquipiers ne voudra recevoir une de ses passes. Sa passion était tellement grande, invasive et toxique qu'elle en a dégoûté tout le reste de son équipe. Ses coéquipiers ont donc préféré l'abandonner plutôt qu'avoir à subir son comportement.
À ce moment-là, Kageyama était seul au monde. Il était devenu un passeur sans personne à qui passer. Autrement dit, il ne servait plus à rien. La solitude qu'il a ressentie à cette période de sa vie l'a profondément marqué. On le déduit facilement parce qu'on voit que c'est tout le propos d'une grosse partie de son évolution dans l'œuvre. Et c'est intéressant de souligner que, dans son cas, cette passion excessive pour le volley l'a pendant un temps isolé et mis à l'écart des autres. Sauf qu'il aimait quand même tellement ce sport qu'il a continué de jouer malgré la solitude. Enfin, je devrais plutôt dire qu'il a continué de jouer en essayant d'outrepasser cette solitude. D'ailleurs, toujours en lien avec la solitude qu'il a ressentie au collège, on pourrait parler de sa relation avec Oikawa, qui est d'une certaine manière le premier personnage à vraiment l'abandonner. Kageyama voyait en lui un mentor et une source d'inspiration, sauf qu'Oikawa avait tellement peur de lui et de son génie qu'il se refusait catégoriquement à lui donner le moindre conseil, et il a même fini par s'en prendre à lui physiquement. Donc au lieu d'avoir une figure rassurante et inspirante pour le guider, Kageyama s'est retrouvé à devoir faire face aux insécurités de son aîné. Il n'avait donc plus rien ni personne pour l'accompagner. Mais ça ne l'a jamais empêché de continuer de jouer. Donc oui, Kageyama est passionné de volleyball et il a souffert pour continuer à en faire. Ok, considérons à présent Kotaro Bokuto, un autre personnage qui a souffert d'une certaine solitude à cause de sa passion. Pour lui, on n'a droit qu'à un très court passage sur sa philosophie et son rapport au volley, durant le match qui oppose Fukurodani à Mujinazaka. Mais c'est tout de même suffisant pour pouvoir en discuter. Alors, la première chose qu'on apprend, c'est que sa conception du volley tourne autour du plaisir, c'est-à-dire que peu importe la situation, il regardera toujours le plaisir que peut lui apporter quelque chose, plutôt que la difficulté de la tâche qu'il doit réaliser pour accéder à ce plaisir. De cette manière, il se force un peu naturellement à toujours progresser, parce que s'il veut prendre un maximum de kiff sur le terrain, il est obligé de devenir encore et toujours meilleur. Et donc, cette approche va faire de lui une bête d'entraînement qui repousse toujours plus ses limites. Sauf que ça l'a très vite isolé et laissé seul dans son délire. En fait, là où lui ne lésinait jamais sur l'effort, ses coéquipiers, eux, privilégiaient la facilité du confort. Ils avaient aucune envie de s'impliquer autant que lui dans les entraînements, tout simplement parce qu'ils y voyaient aucun plaisir potentiel à en retirer. Du coup, c'est précisément cette même passion ardente qui poussait Bokuto à s'améliorer, qui a fini par le conduire à sa solitude. Il était devenu fort comme il le voulait, mais pour ça, il avait dû sacrifier sa compagnie. Mais à l'image de Kageyama, Bokuto était tellement passionné que cette solitude ne l'a jamais réellement affecté. Il continuait de jouer parce qu'il aimait trop ça. La souffrance de la solitude n'était rien comparé au plaisir que lui procurait le volley. Et en fin de compte, tout comme Kageyama, il finira lui aussi par trouver des gens tout aussi passionnés que lui qui étaient prêts à le suivre dans la folie de son amour. Donc oui, Bokuto est passionné de volleyball et il a continué d'en faire malgré sa souffrance. Bien, éloignons-nous désormais d'Aikyu pour nous intéresser à un autre exemple de solitude dans la passion. Buntaro Mori, le protagoniste d'Ascension. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle de ce manga et donc de ce perso sur ma chaîne, alors que c'est littéralement lui, ma photo de profil. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Du coup, qu'est-ce que Mori nous raconte sur sa passion ? Pour répondre à cette question, faut déjà savoir ce que raconte le manga en lui-même. Et là, c'est assez particulier, parce que quand on commence à lire Ascension, on a vraiment l'impression qu'on va juste lire un énième shonen de sport classique, avec pour thème l'escalade. Genre, on voit Mori qui découvre sa passion au lycée, il s'inscrit à des compétitions, il rencontre des rivaux, etc. Vraiment, au début, on court tout droit vers un schéma des plus classiques. Sauf qu'après quelques tomes, il va y avoir un switch assez brutal, et c'est ce switch qui va faire tout le charme du manga. En fait, l'auteur se désintéresse quasi totalement des autres personnages pour ne plus se focaliser que sur Mori et son rapport à l'escalade. Et là, vous vous dites peut-être que c'est rien ça, c'est le protagoniste, donc normal qu'il soit au cœur du récit. Mais justement, il n'est pas juste au cœur du récit. En fait, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais il devient carrément le récit lui-même. C'est-à-dire que plus rien n'a d'importance dans l'histoire, si ce n'est Buntaro Mori et la manière dont il souhaite vivre au travers de l'escalade. Et ça s'arrête pas juste au lycée, hein. Du coup, on le verra grandir, devenir adulte, faire face à ses problèmes d'adulte, mais toujours par le prisme de sa passion obsessionnelle pour l'escalade. Ce que je trouve brillant avec ce switch, c'est qu'on peut l'utiliser pour en faire une sorte d'analyse méta sur le manga. Genre, à mesure qu'on avance dans l'œuvre, on voit Mori devenir de plus en plus obsédé par l'escalade. Ok. Sauf que plus on avance dans l'œuvre, et plus on plonge nous aussi dans cette obsession, parce que l'auteur élimine ou alors réduit progressivement toutes les autres intrigues secondaires et tertiaires. Donc, plus Mori se retrouve seul avec l'escalade, et plus nous, on se retrouve seul avec lui. Bon, après, ça reste qu'une interprétation, hein. Si ça se trouve, c'est même pas intentionnel, et ça s'est juste goupillé comme ça.
Maintenant, pour en revenir au sujet de la vidéo, si je vous parle de cette obsession de Mori pour l'escalade, c'est parce qu'à mes yeux, on fait difficilement mieux en termes d'écriture pour un personnage absorbé par sa propre passion. Son obsession pour l'escalade finira par façonner l'ensemble de sa vie, parce qu'il sacrifiera toujours tout le reste avant de penser à sacrifier l'escalade. Et le truc, c'est que ça va l'amener à sacrifier ses relations sociales aussi. Il va plonger dans une solitude de plus en plus profonde, parce que c'était comme ça qu'il s'épanouissait le plus en grimpant. Lorsqu'il devait choisir entre une vie en société et sa vie d'alpiniste, il choisissait toujours l'escalade, quitte à rester seul. Donc, contrairement à Kageyama ou Bokuto, Mori n'était pas seul que lorsqu'il faisait son sport. Sa solitude était bien plus profonde, elle était bien plus réelle et concrète encore, parce qu'elle était omniprésente dans sa vie. Il grimpait en étant seul, il s'entraînait en étant seul, mais il vivait aussi en étant seul. Mori s'est isolé du monde, il s'est marginalisé lui-même de la société pour sa passion. La solitude était donc le prix qu'il avait décidé de payer pour continuer de faire ce qu'il aimait. Et encore, là je vous parle de sa solitude, mais ce n'est qu'un aspect des souffrances qu'il s'infligeait pour l'escalade, parce qu'il avait décidé de faire de sa vie entière une séance d'entraînement. Chaque aspect de sa vie était pensé de sorte à optimiser sa progression. Littéralement, tout ce qu'il faisait avait pour but plus ou moins direct d'améliorer ses capacités de grimpeur et de le conditionner à survivre aux températures extrêmes de ses ascensions. Du coup, il en était arrivé à un stade où soit il grimpait et donc il subissait le climat glacial et violent des montagnes, soit il s'entraînait à grimper et donc il se mettait lui-même dans des conditions horribles. Tout ça parce que l'escalade était devenue sa seule préoccupation, mais aussi la source de tous ses plaisirs et de son apaisement. Du coup, ces souffrances que je vous décris depuis tout à l'heure, en réalité, à ses yeux, elles n'ont jamais eu énormément de poids, car tant qu'il pouvait grimper, il était comblé. Donc oui, Buntaro Mori est passionné d'escalade, et aucune souffrance ne l'a jamais dissuadé d'en faire. Alors, dans les exemples qu'on vient d'aborder entre Kageyama qui n'a plus personne à qui passer, Bokuto qui se retrouve seul dans ses entraînements et même Mori qui se marginalise de la société, on voit que cette solitude qu'ils subissent ou s'infligent tire son origine de leur quête d'excellence, c'est-à-dire qu'ils cherchent à être les meilleurs dans leur discipline. Et pour ça, ils sont prêts à laisser derrière eux ceux qui n'arrivent pas à suivre leur cadence, ce qui va les conduire inévitablement à finir esselés pendant un temps. Ok, pause, je me rends compte au montage que cette section aurait été parfaite pour parler d'Aomine, mais ça, je l'ai complètement oublié quand j'écrivais, c'est my bad là. Mais du coup, ouais, en fait, tout le propos d'Aomine dans Kuroko, c'est justement de voir comment il souffre à cause de sa passion pour le basket. Il est tellement plus fort que tout le monde qu'il finit inévitablement par se sentir seul. Le truc intéressant avec lui en plus, c'est que ça va affecter négativement sa passion, contrairement aux trois autres qui consolident leur passion malgré la solitude. Ok, c'est bon, on peut reprendre la vidéo maintenant. Donc, leur souffrance réside dans la solitude parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ce n'est pas le seul moyen d'isoler un personnage au travers de sa passion. Imaginons qu'on prenne maintenant l'exact opposé, à savoir un perso qui est largement plus faible que tous ses coéquipiers. Mais imaginons aussi que ce perso soit vraiment passionné par sa discipline. Que se passera-t-il ensuite ? N'est-ce pas là un terrain fertile pour voir germer une certaine solitude ? Eh bien, justement, c'est le cas de Tadashi Yamaguchi dans Haikyuu. Des 4 secondes qui intègrent Karasuno au début de l'histoire, il est le seul à ne pas être titulaire, et il n'a pas non plus un temps de jeu considérable quand il rentre dans les matchs. Il est clairement largué par ses pairs. D'ailleurs, lui-même va très vite s'en rendre compte. En fait, dites-vous, il se rend compte tellement vite du retard qu'il a sur les autres que dès les premiers matchs d'entraînement, il choisit de rediriger toute son attention sur son service pour l'optimiser et ainsi devenir le serveur attitré de l'équipe. La solitude qu'il ressentait à ce moment-là était donc davantage mentale, parce que Tsukishima, Hinata ou même Kageyama ne l'ont pas abandonné à proprement parler. Mais lui se sentait tout de même abandonné, et c'est ça la clé du perso. Yamaguchi voyait que les autres progressaient beaucoup plus vite que lui et avait horreur de ça. Il détestait se sentir laissé pour compte. Ce qui est tout ce qu'il y a de plus logique en soi. Il voulait être sur le terrain en même temps que ses amis, pas simplement les regarder en étant remplaçant. Pour Yamaguchi, donc, la solitude qu'il ressentait à cause de ses lacunes l'a poussé à repenser sa manière de travailler, afin d'augmenter ses chances de jouer. Autrement dit, la souffrance de ne pas être assez fort dans ce qu'il passionnait est finalement ce qui lui a permis de le devenir. Toute proportion gardée, évidemment. Donc oui, Yamaguchi est passionné de volleyball et c'est sa souffrance qui lui a permis de progresser. Ok, c'est bon, promis, je reparle pas d'Haikyuu avant au moins 10 minutes. Du coup, regardons plutôt comment High Shield traite ce cas de la solitude à travers deux de ses personnages. Le premier, c'est Haruto Sakuraba, le receveur des White Knights Dojo. Alors lui, il a une storyline assez particulière au début.
En fait, comme il a du potentiel en tant que joueur et qu'en plus il a une belle gueule qui plaît aux filles, il va vite attirer l'attention d'un agent qui l'accompagne un peu partout. Concrètement, il suit le chemin d'une jeune superstar en devenir, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Mais justement, c'est là que commencent les problèmes pour Sakuraba. Parce que, à force de naviguer entre ces deux réalités, il finit par perdre du niveau en tant que joueur. Alors qu'à la base, sa passion, c'est le foot américain, pas les caméras. Et le truc qui lui a vraiment fait prendre conscience de son niveau devenu médiocre, c'est lorsqu'il se fait remplacer après une de ses blessures et que l'équipe s'en sort tout de même sans problème. Alors que son remplaçant, c'était juste un première année. Sakuraba n'était finalement pas aussi important pour Joe que ce qu'il pensait. Ou plutôt même que ce qu'il aurait voulu penser. Et ça va vite lui peser sur le moral. Il avait l'impression de s'être perdu en route, comme si, à force d'écouter et de donner de la priorité à son agent, il avait oublié qu'il était un receveur avant tout, et que c'est son coach qu'il aurait dû écouter. Tout ça, mis bout à bout, va faire qu'il développe une sorte de syndrome de l'imposteur, parce qu'il se sentait plus du tout légitime à mériter toute l'attention qu'il recevait. Surtout que dans son équipe, il y avait Seiju Roshin, la vraie superstar d'Ojo sur le terrain, mais qui lui ne recevait pratiquement aucun crédit ou attention du grand public. Cette différence de traitement enrageait Sakuraba, parce qu'il savait à quel point Shin était meilleur que lui, il savait à quel point l'équipe dépendait de Shin et non pas de lui. Pourtant, c'est bien lui qui recevait toutes les fleurs lors des succès de l'équipe. Cette dissonance était donc à l'origine de la souffrance de Sakuraba. Il se sentait terriblement seul, alors même qu'il avait l'amour des fans. Mais il ne pouvait s'empêcher d'envier Shin, qui lui continuait d'avancer malgré sa propre solitude. Parce que, oui, Shin aussi souffrait d'une certaine solitude. Il subissait la solitude de son excellence et de son exigence, pendant que Sakuraba ressentait la solitude de sa médiocrité et de son laisser-aller. Ok, mais maintenant qu'on a vu comment la passion de Sakuraba pour le foot US le faisait souffrir, faudrait aussi parler de ce qu'il en fait derrière. Parce que cette souffrance va devenir sa source de motivation. Il ne voudra plus jamais se sentir aussi nul et inutile. Donc, il va se reprendre en main. Et plutôt que de voir Shin comme un idéal inatteignable de travail et discipline, il va juste commencer à le suivre dans ses entraînements pour redevenir ce joueur talentueux qu'il a été. D'ailleurs, petite digression, mais dans son évolution pour devenir un joueur sérieux qui redonne la priorité au foot américain, on voit Sakuraba se couper les cheveux. C'est un moment fort parce qu'il nous fait comprendre qu'il met définitivement de côté sa carrière de modèle pour se concentrer sur sa passion. Et il y a sensiblement la même scène dans Slam Dunk, avec Sakuragi qui se coupe les cheveux après une défaite cuisante de Shohoku. Lui aussi l'a fait pour exprimer son dévouement au basketball. Pareil pour Takeshima dans Aohashi, l'inspiration de Sakuragi est encore plus évidente ici parce qu'il a carrément la même coupe et la même couleur de cheveux. Mais du coup voilà, je trouvais ça intéressant de voir comment les auteurs utilisent un truc aussi anodin que les cheveux pour raconter quelque chose sur la passion d'un personnage. Bref, fin de la digression. Au final, même si Sakuraba a réellement souffert à cause de sa médiocrité et de son syndrome de l'imposteur, en se sentant seul, en se sentant faible, en se sentant impuissant, il a su utiliser cette souffrance à son avantage pour sortir de sa zone de confort et se remettre à progresser comme avant. Donc oui, Sakuraba est passionné par le football américain et il s'est repris en main après en avoir souffert. Toujours dans High Shield 21 maintenant, intéressons-nous à Manabu Yukimitsu, un autre joueur qui souffre à cause de sa médiocrité. Son histoire est complètement différente de celle de Sakuraba, parce que lui n'a jamais eu aucun talent pour le foot US. C'est vraiment juste un lycéen lambda qui s'est décidé à faire du sport en terminale, histoire de se faire kiffer un peu. À la limite, son seul trait vraiment caractéristique, c'est qu'il est un peu plus intelligent que la moyenne, vu qu'il a passé toute sa vie à étudier pour les cours. Mais bon, disons que ça l'aide pas vraiment pour monter sur le terrain. Et puis, comme il n'a pas de potentiel particulièrement élevé, sa marge de progression est ridicule comparée aux autres joueurs de l'équipe. Il doit faire 1000 fois plus d'efforts que tous réunis, rien que pour espérer intégrer l'équipe. Pas les titulaires, hein, ça, il peut toujours rêver. Non, vraiment, juste pour entrer et faire partie du club en tant que joueur. Ça vous donne une idée d'à quel point le frérot est moins bon que les autres. Mais Yukimitsu est pas con. Il le voit qu'il a pas du tout le niveau et que même quand il rentre, il a très peu de valeur ajoutée pour l'équipe. Pourtant, ça ne l'empêche pas de se tuer à la tâche et tout donner aux entraînements. Il ne lâchera jamais rien parce que c'est la première fois de sa vie qu'il a ressenti des émotions aussi fortes envers une discipline. Il a trouvé sa passion et ne veut l'abandonner pour rien au monde. Ce sport qui lui procure un plaisir si immense est trop précieux à ses yeux. C'est là tout le propos du personnage. Qu'est-ce que ça donne quand un individu est tout bonnement mauvais dans un domaine qu'il affectionne particulièrement ? Eh bien, ça nous donne Yukimitsu, un joueur qui souffre continuellement rien que pour pouvoir se tenir sur la ligne de départ. Il ne cherche même pas à se comparer ou à concurrencer qui que ce soit, il sait qu'il est trop faible pour ça. Tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir être sur le terrain et aider les Devil Bats à gagner, ne serait-ce qu'une fois.
Pour ça, il est prêt à endurer les pires entraînements possibles, il est prêt à souffrir dans son coin, à assumer sa médiocrité, à accepter qu'il est condamné à être au mieux un bon remplaçant dans l'équipe. En ce sens, je trouve que sa souffrance est la pire de toutes celles qu'on ait traitées jusqu'à présent. Parce que lui n'a même pas vraiment de perspective d'avenir vis-à-vis de sa passion. Il aime terriblement un sport qui ne lui donne que des miettes en retour. Des miettes qui suffisent pourtant à combler et satisfaire sa faim, tellement ce sport fait vibrer son âme comme rien d'autre ne l'a fait auparavant. Donc oui, Yukimitsu est passionné de football américain et il en souffre continuellement. Bien, on vient donc de voir comment la solitude pouvait émaner de la médiocrité d'un joueur et comment aussi ça influait sur sa passion. Qu'il s'agisse de Yamaguchi, qui se sent dépassé par les autres secondes, Sakuraba, qui se sent illégitime par rapport à Shin, ou encore Yukimitsu, qui ne se sent pas à la hauteur de ses coéquipiers. Et vous l'avez remarqué, j'espère, j'insiste sur le verbe sentir, parce que la forme que cette solitude prend est bien mentale. C'est dans leur tête qu'ils sont seuls, parce qu'en vrai, ils sont toujours aussi entourés. Et c'est ça la grosse différence avec la solitude des joueurs excellents. Eux étaient seuls parce que personne ne pouvait les suivre, mais ceux-ci se sentent seuls parce qu'eux n'arrivent pas à suivre. Maintenant, la finalité est quand même similaire, dans le sens où tous ces persos vivent leur passion malgré la souffrance. Et si on prend un peu de recul, on se rend carrément compte que cette souffrance n'existe que parce que leur passion elle-même existe. C'est parce que ces joueurs aiment tellement leur sport qu'ils finissent par vivre et ressentir de la solitude, qu'elle soit physique ou mentale. Ok, alors jusqu'à présent, on a vu qu'un personnage pouvait souffrir de sa passion, soit parce qu'on lui retirait la possibilité de la pratiquer, soit parce que celle-ci le plongeait dans une certaine solitude. On peut donc considérer ici que la souffrance est une conséquence involontaire de la passion. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe lorsqu'un personnage se laisse bouffer par sa passion. C'est-à-dire que la souffrance n'est plus juste un dommage collatéral causé par la passion, mais qu'elle est directement liée à cette dernière. Autrement dit, le perso devient tellement obsédé par sa propre passion qu'elle ne lui apporte pratiquement plus aucun plaisir, mais simplement de la souffrance. Et là, on pourrait légitimement se demander si c'est encore pertinent de parler de passion pour un cas pareil. Je veux dire, si la discipline n'apporte plus que de la souffrance, c'est un peu bizarre, non ? Oui, mais le truc, c'est qu'une passion, c'est avant tout un amour profond et puissant envers quelque chose. Mais il n'a jamais été dit que cet amour devait nécessairement être dirigé vers quelque chose de sain. On peut très bien aimer un objet, ou même une personne d'ailleurs, alors que cet objet ou cette personne nous fait plus de mal que de bien. Donc oui, c'est bizarre, mais l'esprit humain lui-même est bizarre. Et puis, je trouvais ça intéressant de finir avec les personnages qui avaient la plus grande des souffrances, histoire de voir comment leur passion était racontée. Ah oui, avant que j'oublie, c'est probablement la partie de la vidéo où je vais le plus spoiler. Donc voilà, au moins comme ça, vous êtes prévenus. Bien, pour inaugurer cette dernière section, parlons d'Aoi Ashito. Je pense que de toute cette vidéo, c'est sans doute le protagoniste dont je vais parler qui a le parcours le plus singulier de tous. Et c'est pas tellement par rapport à sa passion que je dis ça, mais plutôt par rapport aux épreuves qu'il doit traverser. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, à la base, Ashito, c'est un attaquant banal dans un collège de province banal. Sauf que Fukuda, qui est accessoirement le coach du meilleur centre de formation au Japon, va le repérer et le prendre sous son aile. Il a décelé en lui un potentiel immense, et il veut absolument pas passer à côté de son talent. Ok, mais pour l'instant, rien de bien particulier. Justement, c'est là que les choses deviennent réellement intéressantes. Je vais spoil le twist du début du manga, au cas où c'était pas clair. Donc, après quelques mois passés au centre en tant qu'attaquant, Fukuda annonce à Ashito qu'il a deux possibilités. Soit il accepte de se repositionner en latéral gauche, soit il quitte l'Esperion, parce qu'il n'aura jamais le niveau nécessaire pour jouer en tant qu'attaquant à haut niveau. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les playmakers, mais vraiment, cette scène est tellement puissante et limite révolutionnaire, parce qu'elle ouvre une toute nouvelle histoire en fait. Genre, le manga qu'on pensait qu'on allait lire, c'est pas du tout le manga qu'on va vraiment lire. L'auteur nous a attirés en nous faisant croire à un shonen de sport classique, pour finalement nous la mettre à l'envers et nous raconter un truc bien plus novateur. Du coup, déjà rien qu'avec cette annonce, on peut discuter de la souffrance qu'engendre la passion d'Ashito. Parce que je sais pas si vous réalisez vraiment l'ampleur du truc. En fait, à titre de comparaison, c'est comme si, après les matchs d'entraînement de Karasuno contre Nekoma, Udai annonçait à Hinata qu'il devrait se repositionner en libéraux, parce qu'il était trop petit pour être attaquant. C'est tellement horrible comme nouvelle réalité acceptée, surtout pour un joueur comme Ashito qui était obsédé par l'idée de marquer des buts. Mais à ce stade de sa carrière, il n'avait pas vraiment le choix, parce que c'était quoi son alternative ? Quitter l'Esperion ? Alors que c'était déjà le seul club à avoir cru en lui ?
Non, Ashito pouvait pas se permettre de passer à côté de cette opportunité en or. Donc oui, il a terriblement souffert quand Fukuda le lui a dit, et oui, il a naturellement pensé à tout arrêter et à rentrer chez lui. Mais finalement, il a écouté son coach et il a accepté son repositionnement en défense. Et cette décision est super intéressante pour ce qu'elle nous dit sur sa passion. Il a choisi de mettre de côté son ego et ses rêves d'enfant parce que sa priorité absolue était celle de jouer au foot au plus haut niveau, même si pour ça il doit faire des concessions comme renoncer à son poste d'origine. Pourtant, on voit que ça continue de l'affecter et de le faire souffrir. Il mettra énormément de temps avant de réellement prendre du plaisir en jouant défenseur. Pendant longtemps, il a simplement accepté de prendre sur lui cette douleur, le temps de s'habituer à son nouveau rôle, avant de regoûter enfin à un certain plaisir. Ok, c'est bien beau tout ça, mais j'en ai pas encore fini avec son cas. Parce que même une fois qu'il se sera acclimaté à son nouveau rôle de latéral, il y aura toujours une certaine ombre qui planera sur lui. Cette ombre, c'est celle de son obsession à être le meilleur joueur possible. Le latéral le plus complet qui soit. Du coup, il est hyper exigeant envers lui-même parce qu'il veut atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Mais le problème, c'est qu'il en est encore très loin. Ce qui crée cette situation bizarre où il se met tout seul une pression énorme sur les épaules. Donc il joue tous ses matchs en étant constamment hyper tendu, comme un fil qui serait sur le point de craquer à tout moment. Sauf que ça, c'est encore une toute autre forme de souffrance dont on n'a pas encore parlé, parce que ce n'est pas l'idée de ne pas pouvoir jouer qui lui fait mal, et ce n'est certainement pas de la solitude ou de l'isolement, c'est vraiment juste sa propre volonté d'être parfait. C'est pour ça que cette souffrance est si particulière et intrigante, c'est la passion elle-même qui fait souffrir le personnage. Et comme Ashito n'est pas un surhomme, il va finir par craquer. Cette ombre aura raison de lui, et la pression de ne pouvoir commettre aucune erreur va lui faire commettre la plus grosse erreur de sa jeune carrière. Heureusement pour lui, il sera toujours accompagné par Anna, qui parvient à l'alléger de cette pression et à lui rappeler qu'à la base, si jouer au foot, c'était avant tout pour le plaisir que ce sport lui procurait. Sa passion s'est donc muée en obsession, et il en a un temps perdu de vue tout le plaisir qu'elle aurait normalement dû lui procurer. Pourtant, alors même qu'il n'y avait pratiquement plus que de la souffrance et que tout autour de lui s'assombrissait, il continuait de jouer et de courir après une faible lueur d'espoir, celle d'enfin devenir un latéral complet. Donc oui, Ashito est passionné de football, même s'il en a terriblement souffert. Bien, parlons à présent d'un joueur qui a vécu quelque chose de très similaire, mais dont la finalité a été totalement différente. Sachiro Hirugami. Le dernier personnage d'IQ que je vais aborder dans cette vidéo. Je trouve ça intéressant de parler de lui juste après l'étude d'Ashito, pour voir comment un parcours a priori similaire peut tout de même aboutir à quelque chose de diamétralement opposé. Alors, quand on nous introduit le perso, on nous le présente comme un des, si ce n'est même le meilleur bloqueur de tous les lycéens. On comprend donc qu'il est très talentueux. Mais très vite, via un flashback, on voit aussi tous les efforts qu'il a dû fournir pour en arriver à ce niveau d'excellence. Il a toujours été intransigeant avec lui-même en se foutant une pression monstrueuse et en s'interdisant de commettre la moindre erreur. Il voulait être parfait sur chacune de ses possessions. En fait, il est issu d'une famille où tout le monde fait du volley à haut niveau, donc il avait naturellement envie de suivre les traces de ses aînés. Sauf que, voilà, à force de vouloir être parfait, il ne prenait plus aucun plaisir à jouer parce qu'il ne voyait plus que ses erreurs. Même si celle-ci ne représentait qu'une infime partie de son jeu. Genre, il aurait pu faire un match excellent, il suffit qu'il fasse une mauvaise passe à un moment pour que ça lui bouffe le crâne le reste de la journée. Mais paradoxalement, cet état d'esprit perfectionniste va le faire stagner parce que la pression qu'il se foutait était juste absurde et beaucoup trop élevée. Et là peut-être que vous voyez venir le truc parce que, en fait, ça va l'enfermer dans une spirale négative où la pression le faisait mal jouer, mais comme il voyait qu'il jouait mal, il se foutait encore plus la pression. Bref, un beau petit bourbier. Vous comprenez aussi pourquoi je disais que son histoire ressemblait à celle d'Ashito. Tous les deux subissent leur pression parce qu'ils souffrent à cause de leur propre volonté d'excellence, mais surtout à cause de cette pression qui les bouffe de l'intérieur. Mais à l'image d'Ashito qui a été sauvé par Anna, Hirugami sera sauvé par Oshiomi. Carrément, dites-vous qu'avant qu'Oshiomi n'intervienne, Hirugami était tellement au fond du trou, à force de culpabiliser, qu'il s'auto-mutilait les mains en guise de punition pour ce qu'il considérait être de la faiblesse. Ouais, heureusement, Oshiomi est intervenu pour lui dire que rien ne l'obligeait à continuer. Genre, s'il prenait plus aucun plaisir à jouer et que ça le faisait juste souffrir, alors autant arrêter et faire quelque chose qu'il ferait vraiment kiffer. Cette simple phrase a été une bouteille d'oxygène pour Hirugami. Alors que c'est tout con, mais elle lui a permis de prendre du recul sur sa situation et de comprendre que, oui,
En fait, il pouvait juste arrêter s'il le voulait. Tant pis s'il devenait pas un grand joueur comme son frère ou sa sœur. Et elle est là la différence dans la finalité avec le parcours d'Ashito. Tous les deux ont souffert à cause de la trop grande pression qu'ils se mettaient, et tous les deux ont été sauvés par quelqu'un qui leur a ouvert les yeux. Mais là où Ashito a utilisé cette nouvelle liberté d'esprit pour continuer de courir après son rêve, Hirugami a utilisé la sienne pour poursuivre une autre carrière que celle de volleyeur. Et le plus intéressant, c'est qu'il continuera quand même de jouer au lycée. Sauf qu'il est maintenant tellement détaché du sport qu'il en est paradoxalement devenu meilleur. Donc pour lui, je me demande vraiment si on peut encore parler de passion. Il a forcément une certaine attache au volley, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'il est le seul perso de cette vidéo à avoir tellement souffert de sa propre passion qu'elle en a fini par le dégoûter. Et finalement, je trouve ça tout aussi brillant comme développement dans son écriture. Donc non, Hirugami n'est plus passionné de volleyball parce qu'il en a trop souffert. Ok, il ne me reste plus que 2 persos à traiter avec vous, mais pour finir, j'avais envie de faire un truc un peu différent. En fait, comme ils viennent tous les deux du même manga et que leur parcours est difficilement dissociable l'un de l'autre, je me suis dit que ce serait bien plus intéressant si je vous en parlais simultanément. Du coup, le manga dont il est question, c'est Ashita no Joe, et les personnages qu'on va étudier sont Joe Yabuki, le protagoniste, et Tohoru Rikishi, son rival. Avec Ashito et Hirugami, on a vu qu'en devenant obsédé par sa propre passion, on pouvait finir écrasé par la pression qu'on se mettait à nous-mêmes, mais avec Joe et Rikishi, on verra que l'obsession peut aboutir à quelque chose d'encore différent, à quelque chose de bien plus sinistre. Et là, je vous préviens, je vais devoir spoiler des éléments hyper importants de l'intrigue d'Ashita no Joe. Donc, mon conseil, c'est quitter cette vidéo, allez lire le manga qui est un pur classique, et revenez ici une fois que ce sera fait. Sinon, si vous vous en foutez des spoilers, juste enjoy la suite. D'ailleurs, fun fact, mais c'est en finissant de lire ce manga que j'ai vraiment commencé à m'intéresser et à m'interroger sur la notion de passion. J'avais envie de comprendre pourquoi, lorsqu'il était question de passion, la souffrance n'était jamais très loin. Bien, entrons désormais dans le vif du sujet. Concrètement, Ashita no Joe retrace la vie et la carrière professionnelle de Joe en tant que boxeur. Pourtant, au début du manga, il n'est pas particulièrement intéressé par la boxe. À ses yeux, c'est une perte de temps et d'énergie parce qu'il se considère déjà comme un très bon combattant de rue. Mais tout ça va changer quand il fait la rencontre de Rikishi, un boxeur professionnel au centre de détention pour mineurs. Je vous passe les détails sur le pourquoi du comment il se retrouve là-bas, on s'en fout un peu. Ce qui est important ici, c'est que cette rencontre est l'élément déclencheur qui réveille en Joe la passion pour la boxe. En fait, comme les deux sont hyper impulsifs, ils vont s'affronter à plusieurs reprises au centre. Mais Joe n'arrivera jamais à prendre le dessus sur Rikishi. Soit il se fait complètement défoncer, soit dans le meilleur des cas, c'est une égalité. Donc forcément, ça le frustre énormément, et pour trouver un moyen de le battre, il va se mettre plus sérieusement à la boxe. Le déclic final survient quand Rikishi quitte le centre, et qu'en partant, il promet à Joe un combat en bonne et due forme, sur un vrai ring de boxe. Il n'en fallait donc pas plus pour plonger définitivement Joe dans la boxe. Et c'est à partir d'ici que ça devient vraiment palpitant. Quand Joe finit par lancer sa propre carrière de boxeur, après avoir quitté le centre, on voit qu'il est vraiment doué et il se fait assez rapidement un nom dans le milieu. Donc naturellement, Rikishi, qui observait sa progression de près, va le défier pour tenir la promesse qu'il lui avait faite. Mais le problème, voyez-vous, c'est que Rikishi et Joe ne combattent absolument pas dans la même catégorie de poids. Résultat, Rikishi va s'imposer un régime complètement absurde pour descendre à la catégorie de Joe. Cette perte de poids est pratiquement suicidaire pour lui. Il soumet son corps à des conditions réellement extrêmes dans l'unique but de pouvoir affronter Joe. Et après des semaines et des semaines de souffrance, de privation et de torture presque, Rikishi finira par avoir son combat sur le ring contre Joe. Avec ça, on voit à quel point la passion pour la boxe et la rivalité avec Joe étaient devenues obsessionnelles pour lui. Rien n'avait autant de valeur à ce moment-là que son combat, et surtout son désir de triompher sur son adversaire. C'est pour ça que Rikishi s'est consciemment mis en danger. Le jeu en valait la chandelle. Le plus beau derrière, c'est que son pari va payer. Malgré un régime totalement démentiel, Rikishi parviendra une nouvelle fois à vaincre Joe. Mais cette victoire n'aura pas été sans coût. Bien au contraire même, il en aura payé le plus gros des prix. Sa propre vie. Sa perte de poids extrême cumulée aux coups qu'il subira pendant le combat auront eu raison de lui. En fin de compte, Rikishi aura été tellement obsédé par sa passion qu'elle lui coûtera la vie. On peut difficilement faire plus grosse souffrance donc. Pourtant, malgré que ce soit un événement hyper tragique objectivement, au vu de la manière dont ça nous est raconté, j'ai du mal à vraiment percevoir ça sous un prisme négatif. Parce que, fondamentalement, Rikishi aura eu ce qu'il voulait. Il a vécu avec la boxe et il est mort avec la boxe. Il est même parti sur une note positive entre guillemets.
vu qu'il a battu Joe pour son tout dernier combat. En fait, quand on y pense, ce moment est davantage un symbole de souffrance pour Joe qu'il ne l'est pour Rikishi. C'est lui qui va réellement subir le contre-coup du combat, parce qu'il devra vivre en portant sur la conscience la mort de celui qui était devenu son ami. Et on verra très vite à quel point ça lui pèse lourd. Il devient incapable de monter sur un ring ou même de frapper quelqu'un. La passion de Joe n'aura donc jamais été aussi fébrile qu'après la mort de Rikishi. Et c'est probablement là sa plus grande souffrance. Pourtant, il parviendra malgré tout à surmonter cette épreuve et à relancer sa carrière de boxeur, en grande partie motivé par l'idée de faire de sa propre vie un hommage à celle de Rikishi. En s'abandonnant ainsi à la boxe, il va très vite progresser et affronter des adversaires de plus en plus forts, jusqu'à prétendre au titre de champion d'Asie, puis même à celui de champion du monde. Mais le problème avec une telle approche, c'est que le fantôme de Rikishi planera toujours au-dessus de sa tête, et comme Joe ne voudra jamais le décevoir, il va repousser toujours et encore plus loin les limites de son corps. Que ce soit contre Carlos, contre Kim ou contre Harimau, chacun de ces combats va le pousser dans ses retranchements, ce qui va aussi considérablement empirer sa santé. Il subit des dommages de plus en plus graves qui le condamnent à l'ivresse du boxeur, et en même temps, il s'impose des régimes toujours plus extrêmes les uns que les autres. Concrètement, plus il monte sur le ring, et plus il approche de sa fin de carrière. Pour reprendre sa propre métaphore, il est comme une flamme qui se consume inéluctablement. Mais il est aussi une flamme qui tire tout son plaisir précisément du fait de se consumer. L'inévitable finit donc par arriver lors de son combat contre José Mendoza, le champion du monde en titre. Joe a donné tout ce qu'il avait sur le ring pendant 10 longs rounds extrêmement fastidieux pour les deux boxeurs. Mais ça ne suffira pas et Mendoza conservera tout de même sa ceinture. Mais la fin de ce combat marquera surtout la fin de Joe, qui s'éteint à l'annonce du résultat, après s'être entièrement consumé. Il aura donc suivi le fantôme de Rikishi jusqu'au bout, jusqu'à mourir lui aussi de sa passion. Et au final, c'est ça que je trouve fascinant avec Ashita no Joe. Cette œuvre raconte la passion d'une manière tellement tragique, pourtant ça ne fait que la rendre plus belle. Que ce soit avec Joe ou Rikishi, on voit que dans ce manga, la passion se situe précisément au cœur de la souffrance. Et en même temps, quoi de plus logique pour un manga centré sur la boxe, un sport dont l'essence même est de frapper et de se faire frapper, de faire mal et de se faire mal. Donc forcément qu'avec un sport pareil, la passion et la souffrance finissent par être indissociables. Donc oui, Joe et Rikishi sont passionnés de boxe et ils ont accepté d'en mourir. Ainsi, on vient de voir comment la passion pouvait faire souffrir à travers l'obsession, que ce soit à cause d'une pression trop grande qu'on s'inflige à soi-même, comme pour Ashito ou Hirugami, soit à cause de ce à quoi on est prêt à soumettre notre corps, comme pour Joe ou Rikishi. Bien, maintenant qu'on a étudié tous ces personnages en profondeur, prenons un peu de recul pour voir ce qu'on pourrait en retirer. Déjà, est-ce que c'est bien finalement d'avoir une passion ? Malgré tout ce qu'on vient de dire, j'ai envie de vous répondre que oui. Parce que fondamentalement, être passionné, ça revient à aimer. Et aimer, mine de rien, c'est cool. Mais être passionné, c'est aussi aimer souffrir. C'est prendre le risque de se blesser, d'échouer, de tout donner et de quand même pas être assez. Mais au final, quand on est vraiment passionné, ce risque et ces souffrances ne sont rien à côté du pur plaisir procuré par le simple fait de pouvoir pratiquer sa passion. Ashita no Joe pousse clairement cette idée à son extrême, mais du coup je trouve que ça en fait aussi un très bon exemple pour expliquer facilement la passion et pourquoi elle impliquera toujours des souffrances. D'ailleurs on pourrait tout aussi bien parler de sacrifice plutôt que de souffrance, parce que en fait c'est ça qui se cache derrière cette idée. Pour montrer l'intensité de la passion d'un personnage, on va montrer tout ce qu'il est prêt à sacrifier. C'est comme si ce feu qui brûlait en nous témoignait de nos priorités. Voilà ce que j'aime vraiment dans la vie, et voilà ce pourquoi je suis prêt à tout abandonner. Ok, maintenant, faut pas oublier non plus que toute cette vidéo parle de personnages de fiction. Et même si certains aspects peuvent facilement se rapporter à la vraie vie, faut garder en tête que l'art sert généralement un propos. C'est-à-dire qu'il y a une intention et un geste créatif derrière la manière de raconter une histoire. Je dis surtout ça pour souligner le fait que la souffrance reste aussi un très bon levier pour créer de l'investissement émotionnel chez le lecteur. Bon, après 50 minutes de blabla, je pense qu'on peut passer à la conclusion, Alors, j'ai commencé la vidéo en vous demandant si la passion impliquait nécessairement de la souffrance, et force est de constater que la réponse est oui, dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, plus on est passionné, et plus on risque de se faire mal, d'une manière ou d'une autre, et on a vu que c'était clairement pas les manières de se faire mal qui manquaient. Sans parler du fait qu'en fiction, raconter la passion d'un personnage à travers ses souffrances accentue l'intensité de celle-ci, et donc son impact narratif.
Pour autant, je dirais pas que c'est une mauvaise chose en soi. Même si la souffrance n'a jamais rendu heureuse personne, dans ce contexte, sa simple existence provient d'une source de bonheur qui est naturellement plus grande que la souffrance elle-même. Donc oui, la passion et les souffrances sont les deux faces d'une même pièce. Mais c'est très bien ainsi. Waouh, faut croire que j'en avais des choses à dire sur ce sujet. J'espère au moins que vous aurez kiffé la vidéo. J'avais pas vraiment anticipé que ça allait être aussi long, mais bon, visiblement, j'étais inspiré. En fait, ça fait un bail que j'avais envie de vous parler du concept de passion sur la chaîne. Et puis, quand j'ai vu la vidéo de Kwakikan sur Ashita Nojo, je me suis dit, non, là c'est bon, c'est le moment, je dois m'y mettre. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir, on est bientôt aux 1000 abonnés. Sur ce, c'était Jixtro, merci d'avoir regardé et à la prochaine.